Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo historico-géographique. Avant tout, je voulais m'assurer qu'on me voyait entièrement parce que hier, apparemment, on ne voyait pas la meilleure partie de mon anatomie, c'est-à-dire le néant qui se trouve ici, hein, qui est très important dans ma personnalité. Donc là, manifestement, c'est mieux qu'hier. Il faut que je me penche, en fait. Voilà. Peu importe, hein, ce qui compte, c'est ce que je vais vous raconter. Donc hier, on a parlé de Charlemagne qui a remodelé l'Europe. Aujourd'hui, on va parler d'un autre conquérant, à côté de qui Charlemagne passe pour un gentil roi telé un peu maladroit, puisqu'on va parler de Gengis Khan, qui a régné sur, en gros, toute l'Asie, et qui aurait sans doute pu aller encore plus loin. Il a régné tout simplement sur le plus grand empire en termes de taille et sans doute de population de l'histoire du monde, tout simplement. Voilà. Donc c'est un Mongol, c'est pas une insulte, hein, c'est un pays. Donc c'est un roi mongol, le premier qui a réussi à rassembler toutes les tribus mongoles, sachant qu'avant les Mongols, il y a eu une multitude de peuples qui se sont succédés dans cette zone, des noms rigolos comme les Xianbei d'abord, les Proto-Mongols, les Xiansu, les Ruan-Ruan, hein, qui, qui ont créé le terme de Kagan, futur terme de Khan, pour qualifier leur chef. Il ne faut pas confondre avec les Duran-Duran. Les Ruan-Ruan, c'était un autre peuple. Hein. Vous avez les Koks turcs qui ont créé le futur système administratif des Mongols. Les Ouïghours, qui existent toujours. Hein, on en entend régulièrement parler, malheureusement, dans les news, hein, puisque c'est une minorité musulmane turcophone qui est persécutée en Chine, encore maintenant, puisque ses membres sont régulièrement envoyés dans des camps de concentration et de rééducation. Ils sont même poursuivis dans les pays ailleurs quand ils fuient la Chine. Les Ouïghours donc, sont présents à cet endroit au 8e siècle. Ils sont ensuite virés par les Kirghizes, les Khitans, et puis finalement les Mongols. Voilà. Donc ils sont installés à cet endroit. C'était donc, comme je l'ai dit, des nomades qui suivaient leurs troupeaux et qui étaient souvent en guerre contre les Turcs, des peuples turcs et des Tatars aussi. Voilà. Donc on ne manquait pas de noms rigolos à l'époque. Au moment où il naît, donc au milieu du XIIe siècle, en 1155 ou en 1162, un peu comme Charlemagne, hein, il y a un débat sur son âge. Les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est le fils d'un chef de tribu, la tribu des Borji-Kin. Hein, j'aurais pu très bien pas vous le dire, ça n'a rien changé. À 9 ans, il est marié, hein, parce qu'à l'époque, l'espérance de vie, elle était très réduite. Hein, quand on dépassait 30 ans, on était un vieillard. Hein. Encore maintenant, mais sauf que bon, on a plus de temps normalement devant nous. Donc du coup, il fiançait les gamins à 9 ans. Hein, comme ça, il perdait pas de temps. Parce que s'il les fiançait à 20 ans, il leur restait 10 ans de mariage, c'était pas beaucoup. Donc à 9 ans, il est fiancé à une fille de chef, qui s'appelle Borteux, avec un petit tréma sur le haut pour faire plus joli. Il doit vivre dans sa belle famille pour gagner, si vous voulez, pour gagner le droit d'être fiancé avec cette fille. Entre-temps, son père, qui est donc chef de clan, il est tué par des Tatars. Du coup, avec sa famille, il doit fuir en exil. Finalement, après des années de galère, il rejoint sa belle famille, hein, la famille de sa future femme, qu'il épouse. Euh, grâce à l'appui de sa belle famille, il monte dans la société mongole et il commence à mener des guerres, des alliances. Il finit par unir toutes les tribus mongoles qui le nomment donc Khan, qui signifie souverain dans leur langue. Il bat les Tatars, il bat plein de gens, et du coup, il y a une assemblée encore plus grande de Mongols qui se réunit et qui l'élit Gengis Khan. Gengis Khan, ça signifie tout simplement souverain universel. Voilà. Et c'est pas anodin comme nom, parce que ça explique beaucoup pourquoi les Mongols n'ont eu de cesse pendant des siècles, et pendant notamment ce siècle-là, le 13e, d'attaquer tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils pouvaient attaquer. C'est-à-dire que souverain universel, ça signifie tout simplement que c'est le roi des rois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres rois. Donc toutes les terres sont à lui, tous les peuples doivent lui obéir, et ce qui explique leur folie de conquête et leur réussite aussi. Voilà, donc il devient Gengis Khan, il change de nom.
Et c'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à s'étendre. Donc merci Alors d'abord, je voulais parler d'un bouquin qui m'inspire beaucoup. C'était pareil pour Charlemagne hier, j'ai oublié d'en parler. C'est ce bouquin-là. Voilà, La grande histoire du monde de François Reynard. C'est un de mes bouquins de chevet. C'est un bouquin évidemment, qui est long, hein, parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire du monde sur un timbre-poste. Mais c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant parce qu'il ne parle pas seulement de l'histoire officielle, il parle de toutes les histoires du monde. Il compare toutes les grandes civilisations par période, et ce qui permet de voir que pendant très longtemps, l'Europe a été presque larguée sur le plan scientifique, sur le plan commercial, sur plein de plans. Et donc ça permet de relativiser un peu l'histoire officielle des Européens. Et donc là encore aujourd'hui, je m'en suis inspiré, donc je remercie l'auteur si par miracle il tombe sur ma vidéo. Et je remercie aussi le site de l'Histoire, du magazine L'Histoire, qui m'a fourni cette carte. Donc on voit ce que le petit voyage sympa de Gengis Khan en Asie. Donc Gengis Khan, donc il est parti de Mongolie, qui est ici. J'ai pas mon grade d'eau aujourd'hui, je vais utiliser ce stylo, ça fait plus classe. Donc au départ, ils étaient, tu vois, vous voyez, ils étaient, voilà, la petite tache rouge là. Ils vont en Chine. D'abord, ils commencent à conquérir le. Alors la Chine à l'époque, c'était l'empire. Ils en parlent d'ailleurs dans le bouquin. La Chine, c'était l'empire le plus puissant du monde, tout simplement. Hein, c'était un empire qui était extrêmement développé, qui a fabriqué un nombre incalculable d'inventions énormes comme le papier, par exemple, la poudre ou d'autres choses. C'était un pays qui était extrêmement organisé et qui est, par exemple, ce qui était révolutionnaire pour le premier millénaire, pour choisir ses élites, il y avait des examens. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des fils de nobles ou les potes du roi qui étaient nommés au plus grand poste de l'administration chinoise. Il fallait passer des examens extrêmement relevés, extrêmement compliqués, et ça c'était complètement révolutionnaire. Voilà. Donc les Mongols, ils n'en ont rien à carrer de ça. Hein. Ils attaquent le nord de la Chine qui était divisée en deux malgré tout. Hein. Il y avait l'empire Song et un autre empire, l'empire Jin. Ils envahissent une partie de l'empire Jin. Après, ils vont plutôt vers l'ouest. Vous voyez, ils attaquent l'empire Shishia. Ils attaquent le Khanat de Karakitan. Hein. Vous vous en doutiez. Hein. Voilà. Ils attaquent également l'empire du Khorezm. Donc là, vers la mer Caspienne, vous voyez, au nord de l'Iran. Ils passent la mer Caspienne, ils vont jusqu'en la Géorgie actuelle. Ils vont quand même, et ils vont jusqu'en Ukraine, où ils affrontent des princes russes. Donc ils vont quand même très loin. À ce moment-là, donc dans les années 1220-23, on leur dit qu'en Chine, il y a une révolte. Les Chinois, ils se sont dit, bah merde, on va pas se faire emmerder par ces barbares. Et donc il y a une révolte. Donc le temps que le messager qui parte de là fasse, je sais pas, 10 000 km pour arriver juste ici pour dire à Gengis Khan, faut que tu reviennes parce qu'il y a un problème. Donc après ils repartent, comme ça, et ils retournent en Chine pour taper les révoltés. Ils les tapent, ils continuent de conquérir l'empire chinois du Nord. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, en 1227, que Gengis Khan casse sa pipe. Donc en 1227, il a soit 67 ans, soit 74, un truc comme ça. Donc il est très vieux. Il a vécu 2 vies à l'époque pour les trucs de l'époque. C'est 2 vies, quoi. Plus de 60 ans, c'est énorme. Bon, c'est un vieillard. Et il meurt bêtement en tombant de son cheval. Donc pour un Mongol, c'est un peu la honte, parce qu'ils étaient quasiment... c'était des centaures, quoi. Ils quittaient jamais leur cheval, et ils meurent comme ça, bêtement. À ce moment-là, il y a une petite anecdote, c'est qu'on ramène son corps en Mongolie, ici, de Chine. Il y a un convoi. Le convoi tue tous les témoins du convoi. Tous ceux qui voient... la dépouille de Gengis Khan remonter vers la Mongolie sont tués. Quand ils arrivent, ils tuent tous les membres du convoi, de l'escorte, pour que personne ne sache où est située la tombe de Gengis Khan. Alors, on peut évidemment se poser la question,
qui a tué le dernier, hein. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui finisse d'enterrer Gengis Khan, et puis sans doute qui s'est suicidé, ou pas, peut-être qu'il est allé se cacher, je ne sais pas. C'est un truc à creuser, hein, c'est intéressant. Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas, 7 siècles plus tard, on ne sait toujours pas où se situe le cadavre, la tombe, la vraie tombe de Gengis Khan, parce qu'il y a un mausolée en Mongolie, mais il n'est pas dedans, hein, il est vide. Voilà. Son mausolée est vide, et donc du coup on ne sait toujours pas où il est. Voilà. Mais évidemment, à sa mort, les Mongols, ils vont pas s'arrêter. Je vais bouger une autre carte. Hein, vous voyez, je vais encore vous montrer un truc incroyable. Voilà. Hop, incroyable. C'est fou la technologie quand même, hein. C'est un truc de fou, je vais même agrandir. Voilà. Donc, elle est petite cette carte quand même, hein. Voilà. C'est mieux là comme ça, non? Bon. À sa mort, en 1227, son fils, logiquement, prend la relève. Donc, il s'appelle Ozedei, je crois, un truc comme ça, j'ai mal écrit. Bon, peu importe, on s'en fiche. Et lui, il poursuit la tâche de son père, qui était donc de conquérir le monde entier, hein, je vous le rappelle, puisque le monde entier lui appartient, puisque c'est un souverain universel. Bon. Donc, ils envahissent, donc ils vont à l'ouest, ils envahissent l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Moyen-Orient. Ils arrivent à Bagdad, donc Bagdad c'est en Irak, vous voyez. Donc la ligne rouge là, c'est la route de la soie, hein. C'était là où tous les commerçants allaient d'Arabie, d'Égypte jusqu'en Chine. C'est une route un peu mythique. Ils arrivent à Bagdad, qui était à l'époque la plus grande cité du monde, puisqu'il y avait plusieurs centaines de milliers, même plusieurs millions d'habitants. C'était la capitale de l'empire arabe, tout simplement, et qui était le plus grand empire de l'époque, ou un des plus puissants en tout cas. Ils arrivent et ils détruisent la ville, ils la brûlent tout simplement. Elle ne doit pas être à leur goût, je ne sais pas. De l'autre côté, ils vont en Corée, ils continuent en Chine aussi. Vous voyez, ils envahissent le reste de la Chine. Où est-ce qu'ils vont? De ce côté-là, ils vont jusqu'à Kiev. Ils envahissent l'équivalent de l'Ukraine, qui était à l'époque l'embryon de la Russie. La Russie est née de l'Ukraine, hein, c'est pas l'inverse. À ce moment-là, les Européens se révoltent, parce qu'en fait, ils étaient venus déjà une première fois du temps de Gengis Khan, ils étaient venus en Ukraine, ils étaient venus taper les Ukrainiens, et puis ils étaient repartis. Bon. Et donc là, les Européens, ils étaient prévenus. Donc ils se sont dit, on va amener, donc notamment des Polonais et des Allemands, ils se sont dit, on va amasser une grosse armée pour se défendre. Sauf qu'ils se sont fait taper, mais ils se sont fait bien fesser, ils se sont fait massacrer. Du coup, les Mongols ont envahi, donc là, il n'est pas sur la carte, mais ils ont envahi la Pologne, la Hongrie, ils sont allés jusque dans l'Adriatique, hein, jusqu'à l'Adriatique, donc la mer entre l'Italie et l'ancienne Yougoslavie. Donc ils sont vraiment pas loin. Les Européens qui ont un énorme coup de bol, puisqu'à ce moment-là, les Mongols apprennent qu'il faut qu'ils repartent en Mongolie pour élire le nouveau Khan. Voilà, donc du coup, ils se barrent. Ils sont au milieu de leur conquête, personne ne les arrête. Ils viennent de massacrer la moitié de la population hongroise, tout simplement, hein, qui font mieux que la peste, et ils repartent. Donc, vous imaginez ce qu'aurait pu être l'histoire de l'Europe si les Mongols étaient arrivés jusqu'en Bretagne, jusqu'en Espagne, s'ils avaient envahi l'Europe comme ils étaient partis pour le faire, tout simplement, hein, parce que personne ne parvenait à les arrêter. Bon. Donc ça, c'est un énorme coup de bol, quoi. Un bol que beaucoup de pays, beaucoup de territoires et de peuples n'ont pas eu. On repart en Asie, ils ont essayé même d'aller en Birmanie, en Indonésie, mais ils n'ont pas réussi à poser le pied là-bas. Ils n'ont pas non plus réussi à envahir le Japon. Hein. Le Japon qui a subi deux tentatives d'invasion. La deuxième a été repoussée grâce à une tempête qui a coulé les bateaux mongols, les Japonais, qui ont appelé cette tempête vent divin, ce qui signifie kamikaze. Voilà. Donc, voilà. Donc, pourquoi les Mongols ont réussi à ce point-là à envahir le monde comme ça aussi rapidement, en quelques décennies, en même pas un siècle?
Ils étaient donc montés sur des petits chevaux très rapides avec qui ils étaient quasiment fusionnels, hein, ils ne les quittaient jamais. Ils avaient des arcs à très grande portée et très très précis, mais vous pouvez pas attaquer des villes cachées derrière des murs à cheval, c'est pas possible. Ce qu'ils ont fait pour pouvoir assiéger des villes, c'est que quand ils ont été en Chine la première fois, ils ont embarqué des ingénieurs, parce que comme je vous l'ai dit, les Chinois étaient les plus avancés au monde à ce moment-là, et donc ils ont piqué des ingénieurs là-bas pour leur construire des armes, des machines de siège pour assiéger les villes, ce qui leur a permis d'aller encore plus loin. Et surtout, ça leur a permis de massacrer un nombre incalculable de gens, puisque quand ils obtenaient une ville, entre guillemets, ils massacraient souvent toute la population de la ville, à peu près. Sauf parfois les hommes d'église quand ils étaient bien lunés, ou les artisans aussi, parce que les artisans ça pouvait leur servir, hein. Donc tout ce qui leur était utile. Des fois ils massacraient juste les hommes à partir d'une certaine taille pour terrifier le reste de la population, ou alors ils les utilisaient en bouclier humain aussi, ça peut être pratique. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont ravagé toute l'Europe, toute l'Asie, mais c'était pas que des barbares qui se contentaient de passer et de repartir. À part ce qu'ils ont fait en Europe, ils ont conquis ces territoires et les ont gardés dans leur empire. Sauf que leur empire était tellement grand à la mort notamment du fils de Gengis Khan qu'il a fini par se diviser en 4 parties, et c'est cette carte-là qui nous le montre. C'est-à-dire que vous avez eu l'empire en gros du nord-ouest, on va dire, qui s'est appelé la Horde d'Or, qui en gros regroupe le monde russe, les principautés russes et la steppe. Vous avez l'Asie centrale, donc avec la route de la soie, ici, là, celle-ci, là. Vous voyez, Samarcande notamment avec la capitale, une des capitales. Vous avez le sud-ouest, donc la Perse, le Moyen-Orient, donc la Perse est ici, Moyen-Orient, Bagdad, enfin ce qui reste de Bagdad, Kaboul. Et vous avez enfin l'Est, qui était sans doute le plus puissant des empires, puisqu'il y avait la Mongolie, hein, quand même, on n'oublie pas qu'il y avait la Mongolie dedans, et la Chine, qui a fini par succomber complètement à l'invasion mongole. Et en Chine, vous avez un des petits-fils de Gengis Khan qui s'est installé là, qui s'est fait sacré empereur, qui a fondé sa propre dynastie, donc à la chinoise. Il s'est comporté comme un empereur chinois, donc il s'appelait Kubilai Khan, il avait un nom plutôt turcophone. Il a fondé donc la dynastie Yuan, qui a gouverné pendant un siècle la Chine. C'est le fameux empereur chinois qui a accueilli Marco Polo. Quand Marco Polo a été envoyé parmi d'autres Européens pour connaître qui avait massacré la moitié de la population de la Hongrie. Donc, par contre, les territoires mongols ne sont pas devenus mongols, c'est-à-dire que les Mongols, si vous voulaient conquérir le monde, mais ne voulaient pas le changer. Les gens qui ont été conquis, on ne les a pas forcés, contrairement à d'autres, vous voyez, on ne les a pas forcés à devenir musulmans ou chrétiens ou changer leur tradition. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient tant qu'ils restaient dans l'empire, quoi. Voilà. Eux, ils voulaient avoir des territoires, mais ils ne voulaient pas changer les gens. Ils ne voulaient pas leur dire maintenant, il faut que vous croyiez en ce Dieu, il faut que vous fassiez comme ça, que vous parliez comme ça. Non, les peuples parlaient les langues qu'ils voulaient. Et du coup, ça leur a joué des tours aux Mongols, puisque finalement, tous ces empires-là, différents, ils ont été assimilés par les cultures qu'ils ont eux-mêmes envahies. C'est-à-dire que, par exemple, les 3 empires de l'Ouest, on va dire, qui ont envahi des territoires qui étaient plutôt musulmans, notamment ceux-là, sont devenus musulmans, ils ont été absorbés par la culture locale. Les Mongols, comme je l'ai dit, qui étaient installés en Chine, qui ont envahi la Chine, la Chine continuait à être dirigée par des empereurs. Ça a été le seul empereur mongol, puisqu'ensuite son descendant, un siècle plus tard, a été viré. Mais, si vous voulez, ces peuples n'ont pas été changés, ils ont juste été réduits drastiquement, mais c'était des conquérants plutôt, entre guillemets, compréhensif après massacre, on va dire. Voilà. Donc, sur ce, je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai à peu près tout dit.
J'ai plus parlé des Mongols que de Gengis Khan parce qu'il n'y avait pas que lui, hein. Il y a son fils et ses petits-fils qui ont achevé le travail et qui ont donc fondé un empire qui allait donc quand même de la Corée jusqu'à l'entrée de l'Europe, vous voyez, jusqu'à l'Ukraine. Et ils sont même allés plus loin, ils sont même allés jusque-là, hein. Il y a un seul peuple qui a réussi à les arrêter sur Terre, parce qu'ils n'ont pas réussi, comme je l'ai dit, à aller en Indonésie ou au Japon. Les seuls qui ont réussi à les battre sur Terre, c'est les Égyptiens, les Mamelouks égyptiens, qui ont réussi à battre les Mongols. Donc c'est pour ça que l'Empire s'arrête ici, sinon ils auraient pu continuer éventuellement. Voilà. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. J'espère qu'on a quand même bien vu ma tête entièrement. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.